200 tonnes de pastèques ont été enterrées dans le Sahel. Dans un pays où l'insécurité alimentaire est réelle, ce geste, caricaturé comme un gaspillage, a été conçu comme une démonstration d'autonomie. Transformer un surplus invendable en matière organique pour retenir l'humidité, nourrir le sol appauvri et rompre avec la dépendance aux intrants importés. Pourquoi cela vous concerne-t-il? Et que révèle Ibrahim Traoré sur la souveraineté? Quand un État choisit son propre levier, le récit mondial vacille et les communautés redécouvrent une résilience née de leurs déchets. Voici l'histoire du projet Oasis. Ce projet n'est pas une simple expérience agricole, c'est un manifeste. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, a choisi de redéfinir son rapport à la terre et à la dépendance. Dans un pays souvent perçu comme récepteur passif d'aide, ce geste devient un symbole fort. Reprendre la maîtrise de sa fertilité, de sa dignité et de son avenir. Le pari est risqué. Défier l'ordre établi tout en affrontant le scepticisme intérieur et extérieur. Mais l'enjeu dépasse les pastèques. Il s'agit d'une transformation structurelle, une volonté de prouver qu'un modèle local, à faible coût, peut offrir des résultats tangibles sans l'assistance étrangère. En arrière-plan se dessine une confrontation idéologique entre souveraineté et dépendance. Et si ce projet fonctionnait, quelles conséquences pour les circuits mondiaux de l'aide et du commerce? Ce n'est plus seulement une question d'agriculture, mais de pouvoir. Pour Ibrahim Traoré, la véritable récolte ne se mesure pas en tonnes, mais en liberté gagnée. Dès les premières semaines, les résultats du projet Oasis ont surpris même ses détracteurs. Selon les données du ministère burkinabé de l'Agriculture, les parcelles traitées affichaient un taux d'humidité du sol 2 à 3 fois supérieur à celui des zones témoins, et les semis de mil y germaient presque 2 fois plus vite. Ces chiffres, modestes en apparence, ont déclenché un débat national sur le sens même du progrès, car derrière les données se cachait une idée simple: rendre à la terre ce que la dépendance avait épuisé. La genèse du projet remonte à une observation pragmatique. Chaque année, des centaines de tonnes de fruits abîmés ou invendus s'entassaient sur les marchés, pourrissant sous le soleil. Au lieu de les laisser polluer, l'équipe technique d'Ibrahim Traoré proposa de les transformer en amendements organiques naturels, en les enterrant dans les sols les plus dégradés. Les pastèques, composées de 90% d'eau, libéraient progressivement leur humidité et leurs minéraux, créant une micro-réserve vitale dans les terres assoiffées du Sahel. Mais ce qui fit basculer l'expérience, c'est son interprétation politique. Ibrahim Traoré présenta l'initiative comme une rupture avec un système international fondé sur la dépendance économique. Le Burkina Faso, expliqua-t-il, devait cesser d'attendre des solutions importées et apprendre à transformer ses propres ressources. Ce discours heurta de plein fouet l'architecture de l'aide extérieure, où chaque subvention était liée à des intrants européens. Le projet Oasis devenait alors bien plus qu'une innovation agronomique. Il incarnait un changement de paradigme. La révélation était là. Et si la dignité nationale pouvait renaître du compost? Cette question, posée à voix haute par Ibrahim Traoré, allait se propager à travers tout le continent. Ce n'était plus une expérience scientifique isolée, mais le début d'un récit africain nouveau où la terre redevenait l'instrument premier de la liberté. Pour comprendre la portée du projet Oasis, il faut suivre ceux qui l'ont vu naître sur le terrain. Dans la région de l'Ipougou, un agronome burkinabé nommé Salif a dirigé les premiers essais. Son équipe a creusé des tranchées, enterré les fruits invendus, puis surveillé l'évolution de l'humidité et de la fertilité. 3 semaines plus tard, les jeunes pousses avaient percé un sol que l'on croyait mort. Nous ne demandons plus l'aide, nous faisons pousser la dignité, déclara Salif lors d'une émission locale. Cette phrase résonna dans les villages comme un mantra. Là où les aides humanitaires arrivaient jadis sous forme de sacs estampillés de logos étrangers,
Les habitants voyaient désormais leur propre travail nourrir la terre. Les résultats furent concrets. Dans les zones pilotes, le taux de germination des cultures de base atteignait jusqu'à 85% contre 50% auparavant. Ce n'était pas un miracle, mais la conséquence d'une observation empirique et d'une méthode adaptée au climat sahélien. Ibrahim Traoré sut capitaliser sur cette réussite naissante. Dans ses discours, il mit en avant les agriculteurs comme les véritables héros de la souveraineté nationale. Leur effort collectif devint un symbole, celui d'un pays capable de se relever sans se plier à des injonctions extérieures. Et ce simple changement de perspective ancré dans le sol et non dans la dette allait bientôt provoquer une onde de choc diplomatique. La question n'était plus le projet fonctionne-t-il, mais jusqu'où cette idée peut-elle aller? Tout commença par un geste silencieux, presque anodin. Des camions chargés de pastèques traversant les pistes poussiéreuses du Sahel. Ce convoi, ordonné par Ibrahim Traoré lui-même, symbolisait un basculement. Là où le monde voyait un acte de gaspillage, le président burkinabé voyait un acte fondateur. La preuve qu'un pays pouvait produire, transformer et décider sans demander la permission. Dans les jours qui suivirent, la scène fit le tour des rédactions internationales. Les images des fruits enfouis sous le sable soulevèrent l'indignation. Quelle folie! Titraient les journaux occidentaux. Les analystes parlaient de symboles absurdes. Pourtant, à Ouagadougou, les voix proches du pouvoir parlaient de indépendance enracinée. Ibrahim Traoré refusa de céder. Nous ne sommes pas pauvres, seulement privés du droit d'utiliser ce que nous avons. Pendant ce temps, sur le terrain, les équipes d'ingénieurs agricoles poursuivaient leurs expérimentations. Les sols traités montraient une rétention d'humidité jusqu'à 14 jours après les pluies contre 4 dans les zones témoins. Les plantes affichaient une vigueur inédite et les récoltes testées révélaient un rendement supérieur de 30% sur certaines parcelles. Ce succès fit naître un nouvel enthousiasme, mais aussi une tension géopolitique grandissante. Car, 6 semaines plus tard, une fuite numérique changea tout. Un mémo interne d'un consortium européen de producteurs d'engrais fut publié en ligne. Il alertait sur une menace directe contre le modèle d'affaires occidental. Si la méthode burkinabé s'avérait durable, l'Afrique de l'Ouest pourrait réduire ses importations d'engrais de 40%. Cette simple hypothèse ébranla les marchés. Les campagnes médiatiques se mirent alors en marche. Des tribunes accusèrent le Burkina Faso de expérimentation dangereuse. D'autres évoquèrent un risque de corruption ou d'ingérence étrangère. Le ton changea. On passait de la moquerie à la diabolisation. Sur les plateaux d'AGTL, des images d'enfants affamés étaient juxtaposées à celles des melons enterrés. Pourtant, dans les campagnes, une autre réalité s'imposait. Les villageois voyaient leurs champs reverdir, leurs enfants mieux nourris. Une radio communautaire diffusa le témoignage d'un agriculteur nommé Adama. Avant, on priait pour l'aide étrangère. Maintenant, on prie pour la pluie. Cette phrase fit plus pour la popularité d'Ibrahim Traoré que tous ses discours. Mais le succès avait un prix. À Bruxelles et à Washington, des conseillers diplomatiques conclurent que la perte du narratif représentait une menace stratégique. Les institutions d'aide internationale réclamèrent des audits. Des observateurs furent envoyés sur place, espérant prouver que le projet reposait sur des illusions. Ils découvrirent l'inverse, une initiative à faible coût ancrée dans la réalité locale et portée par la population. Le point de rupture était atteint. Le Burkina Faso n'était plus vu comme un bénéficiaire, mais comme un modèle subversif. Le récit du Sud incapable s'effondrait. Ibrahim Traoré venait, sans discours tonitruant,
de forcer le monde à regarder l'Afrique autrement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans les régions pilotes du projet Oasis, trois indicateurs clés ont transformé le scepticisme en conviction. D'abord, le taux d'humidité du sol. Il est passé de 12% à plus de 33% dans les parcelles traitées. Maintenant, l'humidité pendant près de 2 semaines après chaque pluie. Ensuite, la germination du mil, cœur de la sécurité alimentaire burkinabé. Elle a doublé de vitesse avec un enracinement plus profond et une résistance accrue à la chaleur. Enfin, les coûts des intrants agricoles, les foyers participants ont réduit leurs dépenses d'environ 20% en une saison. Ces données, publiées par le ministère de l'Agriculture, forment la base scientifique d'une idée simple. L'autonomie commence par le sol. Chaque chiffre révèle un changement d'échelle. La matière organique issue des fruits décomposés crée un équilibre hydrique qui protège les cultures contre les sécheresses irrégulières. Cette régénération biologique n'est pas seulement écologique, elle est économique. Moins de dépendance aux engrais importés signifie moins de dettes extérieures, moins de chantage politique. Ibrahim Traoré l'a dit sans détour: le jour où nos terres nourriront nos enfants, sans autorisation, nous serons libres. Les laboratoires locaux ont validé l'efficacité du procédé. Les analyses montrent une augmentation moyenne de 17% du carbone organique et une reprise progressive de la microfaune du sol. En langage diplomatique, cela semble anodin. En langage rural, cela signifie que la terre respire à nouveau. Ces chiffres, modestes mais cohérents, renversent une logique enracinée depuis des décennies, celle qui associe l'Afrique à la dépendance permanente. À travers ces résultats, un changement invisible se produit. La donnée devient arme politique. Les puissances étrangères, qui mesuraient jadis l'Afrique par son besoin d'aide, découvrent un continent capable de produire ses propres preuves. Ibrahim Traoré, en publiant les premiers résultats en ligne, déclencha une onde de fierté populaire. Ce n'était plus une promesse, c'était un fait, et chaque graine qui germe prolongeait le message d'indépendance. Les experts internationaux, venus auditer le projet, quittèrent le Burkina Faso avec plus de questions que de réponses. Comment un modèle aussi simple pouvait-il rivaliser avec des décennies de programmes d'aide sophistiqués? Peut-être parce qu'ici la science n'était pas un luxe d'experts, mais une pratique quotidienne. Dans le sable du Sahel, le projet Oasis prouvait que la dignité pouvait se mesurer en pourcentage d'humidité et en racines retrouvées. Ce basculement, discret mais irréversible, fit entrer le Burkina Faso dans une nouvelle ère. Face à l'écho mondial du projet Oasis, deux visions se sont affrontées avec vigueur. D'un côté, les défenseurs d'Ibrahim Traoré voyaient dans cette expérience un modèle de libération économique, un retour au contrôle des ressources locales, une rupture avec l'obsession des aides étrangères. De l'autre, les institutions occidentales dénonçaient un populisme technologique risqué et non mesurable. Une innovation sans contrôle n'est qu'une illusion, affirmait un rapport européen. Les arguments favorables s'appuyaient sur les résultats concrets. Les communautés rurales constataient une amélioration tangible. Plus d'humidité, plus de stabilité alimentaire, plus d'espoir. Les critiques, eux, soulignaient l'absence de cadre scientifique international, la possible contamination du sol ou encore la difficulté d'étendre la méthode à grande échelle. La question centrale n'était plus agricole, mais politique. Qui détient le droit de définir ce qu'est une réussite africaine? Ibrahim Traoré répondit, sans détour, lors d'un entretien télévisé: on nous accuse de ne pas suivre les normes, mais ces normes n'ont jamais été écrites pour nous. Cette phrase, relayée sur les réseaux sociaux, devint virale. Elle symbolisait la fracture entre une Afrique expérimentale et un monde qui exige sa conformité.
Certains experts africains proposèrent un cadre médian, valider scientifiquement les résultats tout en préservant leur esprit d'indépendance. Ce duel d'idées, loin d'affaiblir le projet, le renforça. Les débats passionnés sur les plateaux radio et dans les universités replacèrent le Burkina Faso au centre d'une réflexion plus vaste sur la souveraineté scientifique. Le projet Oasis cessait d'être un cas isolé, il devenait un précédent. Et c'est précisément cette autonomie intellectuelle, autant que la réussite agronomique, qui inquiétait les chancelleries. Entre dépendance et audace, l'Afrique de Traoré venait d'inventer une troisième voie, la dignité expérimentale. Tout change en un instant. Cette phrase, prononcée par un diplomate burkinabé, résume le tournant. Le projet Oasis, d'abord perçu comme un geste symbolique, devint soudain une fracture géopolitique. Une fuite numérique révéla que plusieurs consortiums européens voyaient dans cette innovation un risque systémique. Si l'Afrique apprenait à fertiliser ses sols sans engrais importés, des milliards d'euros de revenus s'évaporeraient. Ibrahim Traoré comprit alors qu'il ne s'agissait plus seulement de science mais de souveraineté. Les attaques médiatiques s'intensifièrent. Pourtant, chaque reportage occidental renforçait la solidarité intérieure. Dans les villages, les femmes organisaient des journées du melon. Dans les radios locales, on parlait de révolte du sol. L'ironie était totale. Plus le monde dénonçait, plus le projet prospérait. Ce renversement fit du Burkina Faso le symbole d'un Sud global qui ose. Dans un discours au ton calme mais ferme, Ibrahim Traoré déclara: Nous avons enterré des fruits, mais c'est la peur qu'ils ont semée. Cette phrase devint virale sur tout le continent, gravant le projet Oasis dans la conscience collective comme un acte fondateur. Les effets du projet Oasis se sont manifestés sur 4 fronts distincts, redessinant la carte économique et sociale du Burkina Faso. Au niveau national, l'agriculture locale a repris son souffle. Selon les estimations du ministère, les foyers ruraux impliqués ont économisé jusqu'à 20% de leurs dépenses agricoles en une saison. Ces gains, modestes en apparence, ont permis aux familles d'investir dans l'éducation et la santé. Dans la capitale, le ton changeait. Pour la première fois depuis des décennies, les débats politiques tournaient autour de la productivité nationale plutôt que de l'aide internationale. Au niveau démographique, l'exode rural ralentit. Les jeunes, longtemps attirés par les villes, trouvaient désormais un avenir dans leur village. Le travail de la terre redevenait signe de fierté. Des écoles locales intégraient la science du compost de melon dans leurs programmes. Cette pédagogie de la dignité, inspirée par Ibrahim Traoré, liait éducation et autonomie. Comprendre la terre, c'était comprendre la liberté. Au niveau non gouvernemental, les associations de femmes furent au cœur du mouvement. Dans des villes comme Kayar et Fédé, elles recyclaient les fruits abîmés en engrais naturels, revendaient le sol enrichi et finançaient des puits d'eau potable. Ce modèle d'économie circulaire, né de la contrainte, devint un exemple de micro-entrepreneuriat durable. Des ONG locales proposèrent ensuite des ateliers régionaux, transformant ce geste initial en mouvement social. Au niveau régional et géopolitique, au-delà des frontières, l'onde de choc se propagea. Le Mali, le Niger et le Tchad demandèrent une documentation technique du procédé. Certains diplomates africains parlèrent d'un moment Traoré, la redécouverte d'une souveraineté agricole partagée. En revanche, à Bruxelles et à Washington, les rapports internes évoquaient un précédent dangereux. Les think tanks soulignaient que cette réussite risquait d'encourager d'autres États à remettre en cause les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'effet le plus marquant fut psychologique. Le Burkina Faso, longtemps marginalisé, devint synonyme d'audace.
Les médias africains saluèrent le courage tranquille d'Ibrahim Traoré. Ce projet avait redéfini la notion même de succès en Afrique, non plus dépendre, mais créer. Et cette transformation, enracinée dans les chiffres autant que dans les consciences, marquait un tournant historique. Le projet Oasis n'était plus un événement agricole, mais un modèle de souveraineté intégrée. Ce que d'autres voyaient comme des déchets, le Burkina Faso l'avait transformé en levier d'indépendance. L'avenir du projet Oasis se dessine selon trois trajectoires possibles, chacune révélant une facette du pari lancé par Ibrahim Traoré. Dans le scénario de base, le programme se consolide localement. Les autorités régionales poursuivent l'extension à d'autres zones semi-arides, tandis que des coopératives agricoles prennent en charge la logistique. Les gains de productivité se stabilisent autour de 15 à 20%. Dans ce cadre, le Burkina Faso établit une indépendance alimentaire partielle et réduit significativement ses importations d'engrais. Dans le scénario optimiste, le modèle se diffuse à l'échelle sahélienne. Des partenariats émergent avec le Mali et le Niger, qui adaptent la méthode aux cultures locales. Des ONG écologiques internationales s'y intéressent et financent des recherches conjointes. Le pays devient un pôle d'innovation rurale, inspirant une alliance du sol africain. Les rendements dépassent 25% et les revenus agricoles augmentent d'un tiers dans les régions concernées. L'image d'Ibrahim Traoré s'impose comme celle d'un bâtisseur de souveraineté moderne, capable d'unir technologie, tradition et politique. Dans le scénario pessimiste, la pression extérieure s'intensifie. Les campagnes de désinformation, les difficultés climatiques et le manque de ressources freinent la progression. Sans soutien financier interne, le projet stagne, menacé par les rivalités bureaucratiques et les tensions internationales. Les résultats demeurent isolés et le risque est de voir renaître la dépendance que Traoré voulait abolir. Ces trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des miroirs. L'évolution dépendra de trois leviers: la cohésion sociale, la maîtrise scientifique et la capacité du gouvernement à institutionnaliser le succès sans l'étouffer. Comme l'a rappelé Ibrahim Traoré dans un discours récent, l'indépendance n'est pas un événement, c'est une discipline. Si le projet Oasis parvient à garder cette discipline, il pourra transformer une expérience locale en matrice continentale. Et si le monde s'obstine à l'ignorer, il s'imposera malgré lui, porté par le plus ancien moteur du progrès africain, la nécessité. Au-delà des statistiques et des débats, le projet Oasis a touché les individus dans leur chair. À Kupila, une mère montre le sac d'école neuf de son fils et dit simplement: «Le melon nous a donné ceci.» Cette phrase, reprise dans la presse locale, résume l'essence de la révolution silencieuse lancée par Ibrahim Traoré: rendre à chaque foyer le sentiment de pouvoir agir sur son destin. Les enseignants ont adapté leurs cours pour intégrer les sciences du sol et de l'eau. Les élèves apprennent comment une simple pastèque peut régénérer la terre, comment la nature répond à la dignité humaine lorsqu'on la respecte. Dans les villages, on parle désormais de planter l'eau, expression née des ateliers communautaires et devenue symbole de cette ère nouvelle. Pour la jeunesse, ce projet représente plus qu'une réussite agricole, c'est une métaphore d'avenir. Les jeunes restent, participent, mesurent, innovent. Ils voient, dans le geste d'Ibrahim Traoré, une invitation à bâtir plutôt qu'à partir. Cette réappropriation de la fierté nationale transforme la fatigue en énergie collective. Même au sein des villes, le ton a changé. Les discussions ne tournent plus autour des promesses d'aide, mais autour de l'autosuffisance. Les habitants se sentent investis d'une mission: prouver que l'Afrique peut se régénérer par elle-même. Dans ce mouvement, chacun retrouve une part de dignité, un rôle dans le grand récit d'un continent qui se relève. Vous sentez-vous prêt à suivre cette renaissance?
Pour transformer le succès local du projet Oasis en politique nationale durable, Ibrahim Traoré a tracé une feuille de route en 5 étapes précises. La première étape consiste à institutionnaliser la méthode. Le ministère de l'Agriculture doit établir un cadre légal pour la régénération organique des sols en intégrant les pratiques du compostage fruitier dans les programmes de développement rural. Cela garantirait que chaque région puisse adapter le modèle sans dépendre d'aides ponctuelles. La deuxième étape est de former et diffuser. Les universités agricoles et les écoles secondaires reçoivent la mission de former des techniciens du sol. Ces jeunes deviendront les ambassadeurs d'une souveraineté pratique ancrée dans la science et la communauté. La troisième étape est de financer localement. Plutôt que d'attendre des dons extérieurs, le gouvernement propose un fonds rotatif alimenté par les économies d'importation d'engrais. Les collectivités rurales y puiseraient pour financer de nouveaux sites pilotes. La quatrième étape est de coopérer intelligemment. Ibrahim Traoré n'exclut pas les partenaires étrangers, mais redéfinit les termes. Toute collaboration doit respecter la propriété burkinabé du savoir et des brevets issus du projet. La cinquième étape est de mesurer et communiquer. Des plateformes de données publiques suivront l'évolution des sols et des rendements, renforçant la transparence et la confiance entre État et citoyens. Cette stratégie transforme un acte symbolique en réforme structurelle. Elle fait du Burkina Faso un laboratoire de souveraineté mesurable. Pour Ibrahim Traoré, chaque pastèque enfouie n'était qu'un prototype. L'avenir du continent se joue dans la réplication maîtrisée de ces gestes simples. Le sol burkinabé devient un terrain d'apprentissage mondial. Au crépuscule du Sahel, un champ reverdi raconte mieux que 1000 discours. C'est là, dans la poussière devenue fertile, qu'Adama, l'agriculteur du Nord, contemple ses plans de 1000 renaissants. Son regard, grave et lumineux, incarne tout ce qu'Ibrahim Traoré avait voulu prouver, que la souveraineté ne se déclare pas, elle se cultive. Le geste d'enterrer des fruits, jadis tourné en dérision, est devenu un rituel de foi en soi. L'objet rappelé du début, la pastèque, symbole fragile et éphémère, est désormais un emblème. Non pas de gaspillage, mais de résilience. Chaque fruit décomposé dans le sable a redonné vie à un sol et à travers lui à un peuple. Le Burkina Faso ne s'est pas seulement relevé économiquement, il a réappris à espérer. Quand la caméra s'éloigne du champ, on comprend que l'histoire n'était pas celle d'un pays isolé, mais celle d'une idée enracinée. La liberté peut pousser là où l'on choisit de croire encore. Le projet Oasis n'est pas un chapitre clos, c'est une semence en expansion. Vous sentez la graine germer? Le projet Oasis n'a pas seulement nourri la terre, il a nourri un imaginaire collectif. Dans les villages, les enfants parlent désormais du jour où nous avons planté l'eau. Dans les capitales africaines, les dirigeants observent le Burkina Faso comme un phare modeste mais réel d'autonomie. Ibrahim Traoré, en refusant la dépendance et en choisissant la simplicité, a prouvé qu'une révolution peut commencer avec une pelle et un fruit. Mais cette histoire n'appartient pas qu'au Burkina Faso. Elle appartient à tous ceux qui croient qu'un continent peut se relever sans permission. Le défi est lancé. Répandre ces pratiques, multiplier ces oasis, jusqu'à ce que la dignité africaine ne soit plus un rêve, mais une habitude. Alors, que ferez-vous de cette idée? La regarderez-vous de loin ou aiderez-vous à la faire pousser? Car parfois, la plus grande révolution ne demande ni armes ni discours, seulement la conviction tranquille qu'un sol négligé peut encore porter la liberté.